Marine Le Pen est notre invitée ce matin, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, 500 signatures. Vous en êtes à combien? On est loin du compte. C'est quoi là, le loin du compte? C'est loin du compte, c'est-à-dire nous sommes en deçà des promesses que nous avions récupérées en 2007 à la même période. C'est-à-dire, vous étiez à combien en 2007? Je vous signale que nous avons déposé que 507 signatures en 2007. Donc le boulet est passé très près, et c'est la raison pour laquelle j'ai attiré l'attention en disant que je n'étais pas sûr de pouvoir être candidate à l'élection présidentielle, ce qui évidemment est un scandale démocratique majeur. On va en parler. Et qui est de la responsabilité du parti au pouvoir, hein, bien sûr, puisque en mettant en place l'intercommunalité, notamment obligatoire, eh bien, il y a une pression incontestablement qui s'effectue sur les maires de petites communes qui n'ont pas la liberté, l'autonomie qu'ils avaient au moment où cette règle des parrainages a été mise en place. Ouais, Marine Le Pen, combien de signatures aujourd'hui? Je vous dis que je suis loin du compte. Non, mais loin du compte. Pourquoi ne pas donner un chiffre, Marine Le Pen? Je comprends pas. Vous qui aimez la transparence. Oui, j'aime la transparence. Bah oui. Mais je suis en situation difficile, Monsieur Bourdin. Mais je par conséquent, comprends. C'est à moi de déterminer stratégiquement si je dois vous donner ou pas. Je sais pas, autour de 400, 350, 400. Je ne suis pas là pour défendre ma situation personnelle. Je suis là pour défendre, écoutez-moi, la démocratie. Non, mais parce que vous nous dites, je suis menacé. Certains disent, c'est du pipeau, entre guillemets, Bourdin, pour être familier. Mais pourquoi ferais-je cela? Pourquoi ferais-je pour vous faire entendre encore un peu plus, parce que vous croyez pas qu'on m'entend assez. Non, mais croyez-moi, je préfère qu'on m'entende sur des soyons concrets. Non mais Monsieur Soyons Bourdin, concrets. Aujourd'hui, vous manque quoi? 150 signatures? Il m'en manque beaucoup. Ça veut dire quoi? 150? Mais Monsieur Bourdin, ça sert à rien de faire ça avec moi. Vous allez me poser 60 fois la question. Vous ne répondrez pas. Voilà, exactement. Je ne répondrai pas. En revanche, je le dis clairement, les parrainages définitifs, c'est-à-dire officiels, arriveront chez les maires, je crois vers le 20 février. Exact. Une semaine après, je donnerai précisément le nombre de parrainages dont je dispose. Vous ne pouvez pas vous présenter au printemps prochain. Que faites-vous? D'abord, j'en appelle tout de même aux Français. Je pense que ce serait une situation d'une gravité extrême. Imaginez quand même que la France donne des leçons de démocratie à la terre entière, hein, et qu'elle interdirait, encore une fois, une candidate qui est à 20% aujourd'hui dans les intentions de vote, de pouvoir se présenter. C'est-à-dire des millions de Français de ne pas pouvoir voter pour leur candidat à la présidentielle. Je pense que ceux qui seraient à l'origine, je pense très honnêtement que ceux qui seraient à l'origine de cette situation n'en tireraient pas bénéfice. Parce que les Français, qui soient d'ailleurs des électeurs du Front National. Ça veut dire quoi, Marine Le Pen? Ça veut dire, je pense qu'ils seraient sanctionnés aux élections. Et vous appellerez à voter contre Nicolas Sarkozy? Mais je n'aurais même pas besoin de le faire, Monsieur Bourdin. Je n'aurais même pas besoin de le faire. Les électeurs, les Français qui s'apprêtent à voter pour moi, et même ceux qui s'apprêteraient pas à voter pour moi, mais qui sont attachés à la démocratie et aux valeurs républicaines, sanctionneraient un responsable politique qui serait à l'origine de l'effondrement de la démocratie dans notre pays. Si vous n'êtes pas candidate, Nicolas Sarkozy serait à l'origine de l'effondrement de la démocratie en France. Bourdin, il y a de grands risques pour que Nicolas Sarkozy, si je suis présente à cette élection présidentielle, soit battu. Mais il y a une certitude qu'il soit battu si je ne suis pas présente à cette élection présidentielle. Bien. Vous dites notre seule campagne, c'est l'action. Enfin, c'est pas vous qui le dites, c'est Nicolas Sarkozy qui le dit. Je m'amuse. Notre seule campagne, c'est l'action quotidienne. Oui, l'action quotidienne, comment? Depuis janvier, très présent, le président de la République. Il nous propose une taxe financière, la fameuse taxe Tobin, sur les transactions financières. Ça fait 4 ans, ça. Oui, mais non, parce qu'il a été contraintant. Mais Marine Le Pen, est-ce que vous êtes favorable à cette taxe, vous? Oui, moi je suis favorable à cette taxe, mais je ne raconte pas de sottises aux Français, moi. C'est-à-dire ? Je sais pertinemment que cette taxe ne sera efficace que si l'ensemble des pays européens sont d'accord pour la mettre en œuvre. Donc seul non. Vous dites seul non, la France seule non. Mais ça ne sert à rien, et ce sera même négatif. Or, il y a une très très grande chance pour que cette taxe ne voit jamais le jour au niveau européen. Donc vous voyez ce que je veux dire? Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il est dans l'incantation. C'est comme quand il promet des protections aux frontières européennes. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il n'y aura jamais de protection aux frontières européennes. Parce que les pays européens ne sont pas d'accord pour mettre des protections aux frontières européennes, parce que la Commission européenne est d'essence ultralibérale et que tout obstacle au commerce est voué aux gémonies. Par conséquent, lorsqu'on parle protectionnisme, le seul protectionnisme possible, c'est celui que je propose, et c'est celui qui dépend de notre propre volonté nationale et qui s'exercerait aux frontières de la France. Donc vous dites non à la taxe sur les transactions financières si on la fait seule?
Elle ne servira à rien. Ah oui, je crois qu'elle sera même, en l'occurrence, négative pour nous. La TVA sociale. Ah, je suis très contre. Je l'ai appelée parce que ce n'est pas une TVA sociale. C'est une TVA patronale. La réalité, c'est que ça consiste à augmenter de 15% la TVA, ce qui est quand même une augmentation spectaculaire. Après la hausse des mutuelles, après la hausse des billets de train, après la hausse du gaz, après toutes les hausses qui ont été imposées aux Français, on va augmenter de 3 ou 4 points, permettez-moi d'aller la TVA, c'est-à-dire qui est payée par tous, les chômeurs, les retraités, les classes populaires, les classes moyennes, pour obtenir un allègement de charges pour les entreprises. Bon, il y a qu'un malheur. Et si ça permet d'alléger les charges des salariés et de baisser le salaire net. Mais ce ne sera pas le cas. Ça ne sera pas. Comment le savez-vous? Je le sais, monsieur, parce que vous avez bien vu d'ailleurs que la première chose qui a été exprimée par Nicolas Sarkozy, c'était effectivement l'abaissement des charges des entreprises. Voilà, c'est ça son objectif. Et pourquoi? Parce que c'est un projet du MEDEF. D'ailleurs, c'est un projet défendu par les entreprises du CAC 40. PME, quand on est artisan, on est surchargé. Oui, monsieur Bourdin. Il n'y a qu'un malheur, c'est que moi je dis aux patrons de PME, aux artisans et aux commerçants que cette TVA patronale, elle ne servira qu'aux grands patrons et pas à eux. Parce que les PME, ils savent très bien, monsieur Bourdin, que compte tenu de l'absence totale de protection aux frontières et de la concurrence déloyale qu'ils subissent au quotidien de la part de pays qui n'ont aucun système de protection sociale, aucune norme environnementale, aucune norme de sécurité, même si demain il y avait 0 charge patronale, eh bien ils seraient toujours dans l'incapacité de faire face à cette concurrence déloyale. Parce que quand la Chine paye 10 fois moins ses salariés, qui font travailler les enfants de 5 ans et qu'ils ne respectent aucune norme, même sans charge patronale, eh bien nous ne sommes pas capables d'être compétitifs. Le seul moyen de récupérer de la compétitivité, monsieur Bourdin, je termine cette phrase, c'est d'abord nous débarrasser d'une monnaie qui est surévaluée et qui est un handicap majeur, et nos PME et nos PMI le savent pertinemment, qui est un handicap majeur parce que cette monnaie est surévaluée pour les exportations et pour notre compétitivité. Et la deuxième chose, c'est de mettre en place le protectionnisme économique, c'est-à-dire des droits de douane et des quotas d'importation qui puissent limiter et réguler cette concurrence déloyale que nous subissons, que subissent nos paysans, que subissent nos ouvriers, mais pas seulement, monsieur Bourdin, que subissent aussi nos ingénieurs, nos comptables, nos informaticiens. Parce qu'on parle souvent, figurez-vous, des délocalisations des productions, mais on parle jamais des délocalisations des services. Or, toutes les grandes entreprises françaises aujourd'hui sont en train de multiplier les délocalisations de services. Que faites-vous avec Renault qui, par exemple, au Maroc, va construire un nouveau modèle? Eh bien, écoutez, je vais taxer ces Renault-là? Où je vais taxer à 35% les entreprises françaises qui fait fabriquer au Maroc, vous taxez? Je taxerai de 35% les voitures qui ne sont pas fabriquées au moins à 50% sur le territoire français. Vous vendez en France, vous fabriquez en France. C'est d'ailleurs donc Toyota ne sera pas taxé et Renault taxé. Exactement, monsieur Bourdin. Moi, mon but. Vous n'hésiteriez pas? Mais je n'hésiterai pas. Pourquoi? Parce que moi, mon but, c'est de créer de l'emploi pour nos compatriotes. Le simple fait de me féliciter qu'une entreprise française vende, très bien, je m'en félicite, mais si elle crée aucun emploi dans mon propre pays, je m'en moque, permettez-moi de vous le dire. Aujourd'hui, l'urgence, c'est donner de l'emploi, c'est donner du pouvoir d'achat à un peuple qui est en train d'être écrasé par l'ultralibéralisme et par le libre-échange qui a été imposé, il faut bien l'admettre, par l'UMP, par le PS, par le centre, par les Verts, etc., c'est-à-dire par toute la classe politique, sauf par nous. Marine Le Pen, notre invitée ce matin. Marine Le Pen sera avec les auditeurs d'RMC tout à l'heure à partir de 9h pour dialoguer en direct avec eux. Marine Le Pen, un petit détour par la Hongrie. Tiens, est-ce que la démocratie est en danger selon vous en Hongrie? Non, je crois pas. Non? Non, honnêtement, je crois pas. Non, je crois pas parce que d'abord la démocratie est en danger quand le peuple ne peut pas s'exprimer. Ça a été le cas en France en 2005. Vous savez, on a dit non et puis on nous a imposé quand même le traité de Lisbonne. Bon, là, la démocratie est en danger. La démocratie est en danger quand, encore une fois, une candidate qui représente plusieurs millions d'électeurs ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle. Là, elle est en danger. Là, il y a eu une modification de la Constitution qui a été entérinée par une très grande majorité des représentants du peuple hongrois. Alors on s'est scandalisé. Toute notion à la République hongroise effacée, impossible en France?
Non, je crois qu'il y a des... moi, je veux dire, ça veut pas dire d'ailleurs que je suis d'accord. Je pense qu'il y a un certain nombre de difficultés. Partagez les choix de M. Orban. Ça dépend lesquels. D'abord, M. Orban ne participe pas, excusez-moi, notamment au Parlement européen. Il est dans le groupe de M. Sarkozy, vous voyez, de l'UMP. Il est dans le PPE. Donc, son parti appartient au groupement avec l'UMP. Donc, je m'en sens pas de responsabilité. Je pense qu'il y a un certain nombre de références dans la Constitution, ce serait trop long d'ailleurs à expliquer, qui sont problématiques, incontestablement, mais pour le reste, on s'est scandalisé de tout et de rien, y compris de modifications qui en réalité collent la Constitution hongroise sur la Constitution française. Donc je pense que c'est un peu difficile de leur reprocher. Tous les contribuables hongrois taxés à 16%, égalité pour tout le monde, c'est une bonne mesure, ça, ou pas? Ça, c'est leur... C'est transposable en France? Non, mais c'est leur choix. Non, mais c'est leur choix, mais est-ce que c'est transposable en France? Non, je crois pas que ce soit transposable en France. C'est leur choix. Et le florin, parce que la Hongrie a gardé sa monnaie, ça va pas fort, hein, par rapport à l'euro. Oui, parce que l'euro, ça va fort? Non, mais au plus bas face à l'euro, le florin, avec un pays surendetté plus que nous encore. Ça veut rien je vous dis ça parce que... Bourdin. Mais non, mais je vous pose la question parce que vous voulez revenir au franc. Mais monsieur, ça ne veut rien dire, monsieur Bourdin. Parlons-en. Vous me dites, il est au plus bas, mais ça veut dire que la Hongrie est ultra compétitive. Voilà, ça veut dire qu'elle est ultra compétitive. Ça se traduit pas dans ses finances publiques. Non, mais d'accord, mais la Hongrie a d'autres difficultés. Je veux dire, encore une fois, on peut pas, comparaison n'est pas raison. Mais pourquoi, d'après vous, la Chine et les États-Unis passent leur vie à faire des dévaluations compétitives? Parce que comme son nom l'indique, une monnaie qui est trop forte est un handicap à l'exportation. Et c'est la raison pour laquelle l'euro est un handicap pour l'économie française. Parce que l'euro est trop surévalué. Et je vous rappelle, monsieur Bourdin, tout de même, que lorsque l'euro a été créé, il valait 30% de moins qu'aujourd'hui. Et on s'en portait plutôt pas mal. C'est depuis qu'il a pris 30% que la situation n'a eu de cesse que de s'aggraver. Or, le problème de l'euro, c'est que nous n'avons pas la maîtrise de cette monnaie. Nous ne pouvons pas la déprécier. Nous ne pouvons pas la dévaluer. Et c'est pour ça que nous sommes enfermés dans un carcan qui est en train d'asphyxier l'économie. Comment quittez-vous l'euro? Parce que je me tourne vers... Vous êtes président de la République, comment quittez-vous l'euro? Non, mais d'abord, monsieur Bourdin, pour que je quitte l'euro, il faut qu'il existe encore. Voilà, moi je pense qu'il n'existera plus. Voilà, d'ici le printemps? Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a... Je pense qu'il y a de grands dangers pour qu'effectivement, dans un cataclysme économique et social terrifiant, parce qu'on ne l'aura pas prévu, on ne l'aura pas préparé, on ne l'aura pas organisé, l'euro peut effectivement s'effondrer, soit à cause de la Grèce, soit à cause de l'Italie, soit à cause de l'Espagne. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on prépare cela. Je ne connais pas un gouvernement, monsieur Bourdin, qui ne prépare pas un plan B. Aujourd'hui, l'État anglais le prépare. La banque centrale suisse le prépare. Des grandes entreprises le préparent, comme Adidas. Des grandes banques le préparent. Et il n'y a que l'État français qui ne le prépare pas. Mais ça va être un drame, je vous le dis. Ça va arriver de manière brutale et ça va être dramatique. Et ceux qui porteront la responsabilité de cela, c'est évidemment ceux qui ont nié, refusé de voir la vérité en face, à savoir ce que je dis depuis des mois et des mois, que la zone euro n'est pas viable. Bien, nous quittons l'euro par la force ou de gré, comme vous le souhaitez. Que se passe-t-il à ce moment-là? Selon votre scénario, que se passe-t-il? Nous retrouvons nos monnaies nationales. Nous retrouvons nos monnaies nationales. Nos monnaies nationales. La France retrouve le franc. Oui. Bon, on est d'accord. Oui. On perd beaucoup d'argent au passage ou pas? Non, on en perd moins qu'en gardant l'euro. C'est-à-dire? On en perd moins qu'en gardant l'euro parce que je vous signale que l'euro nous coûte une fortune. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les mon plans... épargne et tout ce que j'ai mis de côté. Votre épargne, si on garde l'euro, je pense que vous pouvez faire une croix dessus au moins sur 30%. On passe au franc, que devient mon épargne? Eh bien justement, moi je crois que la seule moyen de protéger l'épargne des Français, c'est justement de retrouver une monnaie nationale. C'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, ce que d'ailleurs font les Anglais, de nationaliser à titre temporaire et partiel les banques de dépôt pour préserver l'épargne des Français. Alors que avec l'euro et les plans de renflouement que nous allons être obligés de multiplier, parce que quand on vous dit il va falloir donner de l'argent au FMI, l'argent il sort pas de nulle part, il sort de nos poches. Ne vaudra pas ce que vaut l'euro aujourd'hui. Et alors? En 1960. Et alors, ça veut dire que la dette de la France va se creuser, Marine Le Pen. Monsieur, l'euro ne valait pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Quand il a été créé, il valait 30% de moins. Non mais d'accord, mais la dette de la France va se creuser, forcément. Mais non, la dette de la France ne va pas se creuser. Si on passe au franc, si on revient au franc, forcément. Pas du tout, monsieur, parce qu'un franc équivaudra à 1 euro. Moi, je ferai une parité, 1 franc égale 1 euro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la baguette de pain, je le rappelle, qui est à 1 euro sera à 1 franc. Ça veut dire que les gens qui gagnent 1000 euros gagneront 1000 francs, mais qu'ils conserveront exactement le même pouvoir d'achat.
ils conserveront la même faculté d'acheter, puisque tout, encore une fois, sera à égalité avec l'euro. Pourquoi je fais ça? Parce que je veux éviter la valse des étiquettes qui a multiplié quand même quasiment le prix de certains produits par 6, Monsieur Bourdin, depuis qu'on a mis l'euro en place. Écoutez, moi je suis désolé. Je dis cela parce que je suis une mère de famille. On s'est fait une soirée pizza avec mes enfants samedi soir. Eh bien, nous avons commandé 5 pizzas. J'en ai eu pour 80 €. Près de 530 francs. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? Aujourd'hui, c'est insupportable. Les prix ont été multipliés de manière scandaleuse avec l'euro. Marine Le Pen, qui vous a un immigré ou? Je sais pas, monsieur. Non, je vous pose ça. Pas posé la question. Non, comme ça, je vous posais la question. Oui, monsieur, c'est une question stupide. Non, elle n'est pas stupide. C'est pour s'amuser un peu. Enfin, s'amuser, non, pas tant que ça. Marine Le Pen, justement, l'immigration. Est-il vrai que votre père vous a reproché de ne pas suffisamment en parler? Non, je pense qu'il voudrait qu'on en parle plus, c'est vrai, parce que c'est important, mais je crois en parler assez souvent, notamment par le biais de l'économie, par le biais du logement, comme je l'ai fait hier, en expliquant aux Français que à partir du moment où on ne construit pas l'équivalent des logements nécessaires pour loger la ville de Rennes chaque année, je comprends pas pourquoi on continue à faire entrer en termes d'immigration l'équivalent de la ville de Rennes. 200 000 personnes par an, on les loge où? On sait qu'il y a 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. On ne construit pas de logements et on continue à faire entrer des centaines de milliers de gens, et je parle même pas des clandestins parce que on ne les compte pas dans les chiffres officiels. Où les loge-t-on? On voit bien que c'est une aberration absolue et que ça crée évidemment une tension considérable sur le marché du travail, sur le marché du logement, dont souffrent les Français qui n'arrivent plus à y accéder. Un dernier mot, présentation de votre projet jeudi, je crois. Du chiffrage et du plan de désendettement. Et du plan de désendettement, chiffrage, vous l'avez déjà chiffré? Oui, bien sûr. Combien? Ah, mais ça veut rien dire combien, Monsieur Bourdin. Oui. Non, mais ça veut rien dire, parce que vous comprenez bien que moi, mon objectif, c'est de désendetter notre pays, et que je vais passer par cela, en partie par la monétisation de la dette. C'est-à-dire que je vais retrouver les leviers que me permettra d'avoir une monnaie nationale. Je vais demander à la Banque de France de monétiser une partie de la dette pour pouvoir désendetter notre pays à horizon 2025. 2025. J'ai fait les calculs avec le projet de l'UMP et du PS, avec un saccage social absolument terrifiant, jusqu'à 120 milliards d'austérité dans quelques années. Eh bien, il désendette, je crois, à horizon 2130.